Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. À la radio comme à la télévision, vous avez à peu près tout fait. C'est dire si votre destin est une histoire qui mérite d'être écoutée au même titre que celle que vous racontez dans un livre. Bonjour Marc Menant. Bonjour Jacques. Alors vous publiez avec Christine Kelly, votre partenaire à la télévision, ces destins qui ont fait l'histoire chez Plon. On va en parler. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter aussi votre destin, votre parcours. Quel destin! Ah oui, à travers des dates clés. Et j'en ai trouvé une première très étonnante. Le 19 juillet 1975, l'étape Melun-Senlis, 220 km du Tour de France, et un intrus dans le peloton. Alors là, vous avez de sacrées fiches, effectivement. Je crois que ça ne s'était jamais passé. Et Jacques Vendroux m'a lancé un défi ce matin-là. Il me dit, oui, toi qui es toujours grande gueule, t'es même pas capable d'être dans le peloton du Tour de France. Vous êtes journaliste sportif à l'époque, hein? Oui, bien évidemment, je suis sur RTL. C'est mon deuxième Tour de France. Et je couvre ce tour-là avec Pierre Douglas et bien sûr Guy Kédia. Et je vais voir le patron de l'équipe Jobot. C'était les smicards du peloton. Ils n'étaient payés que 9 mois par an et vraiment au minimum. Et je lui dis, dis donc Guy, tu peux pas me donner un vélo, l'équipement, mais il n'avait pas les chaussettes. Alors je suis resté avec des chaussettes qui m'arrivaient à mi-mollet, et je suis remonté dans le peloton, et là, un Anglais qui s'appelait Barry Hoban, il dit, viens. Il m'a fait une rétro-poussette, et j'ai été échappé sur le Tour de France. Forcément, quand la direction m'a aperçu, ils sont fulminés, ils m'ont assigné d'arrêter tout de suite cette stupiderie, cette farce. Et Eddy Merckx n'a pas beaucoup goûté la plaisanterie. Non, il a fini deuxième du Tour d'ailleurs, derrière Bernard Thévenet à 2 minutes 47. Oui, tout à fait. C'est la première fois que Merckx, le grand Merckx, était vaincu. Oui, on ne pourrait pas imaginer une telle blague aujourd'hui. Ah non, impossible. C'est ça le grand drame. Il y avait une fraîcheur dans l'existence, il y avait un enthousiasme. On avait l'impression qu'on était des dévoreurs d'existence, que tout était permis. La moindre fantaisie. Ce qui comptait, c'était d'être dans l'enchantement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a quelque chose qui lamine l'ensemble de la population et que même chez les jeunes, le goût de l'audace a disparu. Vous allez me dire, quelle audace? Bon, c'était un petit truc comme ça, mais on était fous, on était heureux d'être là, c'était une récompense. En revanche, vous n'étiez pas heureux pour le premier Tour de France que vous avez commenté, car vous vous êtes fâché avec Robert Chapat, Marc Menant. Oui, c'est vrai aussi. Alors, Robert, je le connaissais comme tout le monde de la télévision, et puis on avait une émission sur RTL qui s'appelait Le Club des Clubs, qui était consacrée au football. Et c'était 3 minutes 30 de chronique tous les matins. Et durant le Tour de France, on nous dit, eh bien, ça sera votre chronique. J'étais jeune journaliste, j'étais débutant. Et j'allais avoir la jouissance d'une chronique, ma plume en solitaire, pendant 3 minutes 30. Et puis, l'avant-veille du Tour, on nous dit, non, en réalité, ça sera Robert Chapat qui tiendra cette rubrique parce que, voilà, il a un nom. Et lorsqu'il est arrivé, le départ était en Belgique ou en Hollande, je ne me souviens plus, et il dit « Salut les gars !» Je lui dis « Robert, merci de nous avoir piqué notre place. » Là, il a très mal pris, ce que je peux comprendre aujourd'hui. Et pour autant, il a appelé la direction, il a dit « Je démissionne ». Ils ont dit « On les fout dehors ». Et Guy Kédia a appelé ma cause. Et Robert a fait attention à mon travail. Et 1 an plus tard, il m'a dit « Tu viens avec moi à la télévision ». Oui, il vous a engagé dans Stade 2, il vous a remarqué. Oui. Et le premier reportage que vous avez fait pour Stade 2, ça a été, je crois, un match de football. C'est-à-dire Paris Saint-Germain contre Bordeaux. Alors ça, sans doute, mais je crois que la toute première fois où je suis passé à l'antenne, c'était un off, comme on dit, avec des images venant du Japon. C'était le Grand Prix du Japon avec le retour de Niki Lauda après son terrible accident. Tout à fait, mais le vrai commentaire en direct, ça a été ce match. Oui, sans doute. Oui. Avec la victoire de Paris par 2-1. Exactement. Oui, à l'époque, c'était Daniel Echter qui avait lancé le Paris Saint-Germain. On était loin de ce club de milliardaires. Il végétait dans de mauvaises positions avec ce rêve d'un jour être dans les grands. Alors, il se trouve que vos jeunes années, vous êtes nés à Ardricourt, oui. Qui est près de Paris. Oui, c'est une petite bourgade qui a été connue à un moment donné parce qu'il y a un château à Ardricourt. Oui.
C'est une bocassa. Ah, vous êtes vachement informé. Hein. Alors, au départ, votre vocation, c'est la marine marchande, curieusement, Oui. Marc Menant. Pourquoi? Officier de la marine marchande. Parce que quand j'étais gamin, je rêvais d'échapper à une vie de routine et je voulais une existence qui me permettrait de rencontrer ces dames. Et les dames les plus infréquentables, les dames de petite vertu, celles que l'on trouve dans les ports. Vous vous rendez compte ce qui peut déterminer une existence? Il est vrai que c'était aussi un rêve par raccro, car dans l'absolu, ce dont j'avais l'ambition, c'était d'être pilote de course, de gagner les 24 heures du Mans. On va en parler tout à l'heure, Voilà, justement. mais donc mes parents m'ont dit, mais ils n'avaient pas les moyens. Et ils m'ont dit, il n'est pas question où tu deviens mécanicien, puis on verra si tu fais pilote de course. En attendant, tu suis des études. Et j'ai choisi la marine marchande pour la raison que je vous ai citée il y a quelques secondes. Et vous avez fini surveillant dans un lycée et prof de maths. Oui, tout à fait, Ça a à pas de Rosny-sous-Bois. C'est-à-dire que les profs de maths, on en a toujours été en manque. Et quand je suis arrivé en tant que pion, quelques semaines plus tard, il y a une demoiselle dont j'ai oublié le nom, qui enseignait les mathématiques au 4e, 3e, qui s'est retrouvée malade et on m'a dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de la remplacer? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur la scène avec ma baguette et en cours magistral. Et vos débuts d'animateur, je crois, Marc Menant, c'est au Salon de l'Enfance. Au Salon de l'Enfance, tout à fait, parce que à la fin de cette année dans l'enseignement, j'allais pas me maintenir auprès de ces jeunes. J'ai envisagé une bifurcation, car la marine marchande était malade, il était difficile de trouver un embarquement. Et je me suis dit, tiens, si un jour, toujours dans cette idée de voyage, j'étais ingénieur des travaux publics. Alors j'ai envisagé les ponts et chaussées. Et puis, il fallait que j'aille de l'argent. Et tout à fait par hasard, je me suis retrouvé animateur au Salon de l'Enfance. Et de là, se sont enchaînées des opportunités d'être devant le micro. Voilà. Et le Salon de l'Enfance, à l'époque, c'était incontournable. Il a existé en 1960, où les enfants venaient parce qu'il y avait le baby-boom. Oui. Donc il y avait un maximum d'enfants d'animation extraordinaire. Bien sûr, bien sûr. Et on était les Pères Noël du mois de novembre. C'était étonnant. Ils étaient là, les yeux écarquillés. Et ce qui a été assez inouï, c'est que ma façon de faire a été remarquée par quelques animateurs dits commerciaux qui montaient des quinzaines commerciales, des choses dans les magasins. Ils m'ont dit, dis donc, toi, t'es un professionnel, on ne te connaît pas. Et c'est comme ça que, sans l'avoir voulu, je me suis retrouvé de micro en micro jusqu'au jour où j'ai envoyé une lettre à RTL et que cette lettre est arrivée à une jeune fille qui s'appelait Betty Keller, et qui avait été la secrétaire d'un des personnages qui m'avait pas rétribué. J'avais été protesté. Quand elle a reçu la lettre, elle était devenue la secrétaire de Jacques Chaput, et elle a dit à Chaput, j'ai un copain qui veut faire un stage. Il m'a reçu les pieds sur la table. Entre 18 coups de téléphone, il me disait la cerise, et au bout de 10 minutes, il m'a dit, bon, écoute, la cerise, c'était là pour 10 minutes, pour 15 jours, et dans 15 jours, on te fout dehors. Ouais, et je suis parti 3 ans plus tard. Et les enfants, ça a continué avec une autre émission. Ce sont les visiteurs du mercredi qui... Car Marc Menant, vous avez aussi animé les visiteurs du mercredi. Oui, tout à fait. C'est étonnant, alors donc, ça. je suis avec Robert Chapat, ça se passe très 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 bien, et Christophe Izard me dit, voilà, j'adore votre façon d'être, et j'aimerais que vous fassiez une émission qui marche pas le mercredi après-midi, et qui est consacrée au sport. Que pourriez-vous me proposer en initiation? Oh, j'ai dit l'initiation, c'est pas ça qui fait rêver. Qu'est-ce qui condamne un gamin à être dans un fauteuil ou sur un canapé avachi devant son téléviseur? Il faut le réveiller, il faut lui donner l'envie de vivre, bon sang de bon sang. Alors, je me mettrai dans l'action, je vivrai des sports à risque et j'essaierai de lever en eux ce goût de l'enthousiasme. Et cette émission, les visiteurs du mercredi, c'est là où est né Casimir, l'île aux enfants. Oui, tout à fait. Casimir, qui nous toisait un tout petit peu. Christophe Izard était un grand bonhomme. Il a disparu il y a 1 an et demi. Il savait instiller à ses équipes ce goût de l'inattendu et la joie de présenter pour les enfants. C'est-à-dire que dans un premier temps, faire une émission pour les enfants, ça dégrade. Vous imaginez, vous êtes à la 2. Dans l'équipe de Robert Chapat, vous passez de temps en temps dans le grand journal d'Antenne 2, parce qu'à l'époque on appelait ça Antenne 2, et soudain vous allez
dépérir, vous allez vous retrouver à côté du mouflet. Mais enfin, quelle déchéance! Eh bien non, pour moi, c'était pas une déchéance, c'était l'opportunité d'offrir du rêve. Voilà, et ça a continué avec une autre émission. Vive le tendeur. Assilion et sa bande. Assilion et sa bande. Car vous avez aussi présenté Assilion et sa bande, Marc Menant. Oui, on ne le avec- sait pas assez aujourd'hui. Non, avec Claude Pirard, et ça a donné ensuite Croque Vacances. Ça, c'était une belle émission aussi. On se retrouvait avec un personnage de fiction, forcément, et c'était une sorte de marionnette, mais couchée. Oui. Assilion qui ressemblait à une grenouille. Et le réalisateur, par des jeux de montage en direct, vous mettez Assilion sur l'épaule et on inventait le dialogue avec ce petit phénomène étonnant. Et ça a été un tel succès que ça s'est transformé ensuite par Croque Vacances. Et là, c'est Claude qui a continué seul parce que j'avais été appelé à d'autres horizons. Et je précise que Alcibion a commencé le même jour que le Club Dorothée. Oui, tout à fait. C'est étonnant, hein. Oui, oui, oui. Comme quoi les légendes naissent parfois en même temps. Ça, c'était les débuts, mais après, il y a eu d'autres choses. Et il y a une date importante dans votre carrière, Marc Menant, c'est le 1er juin 1986. On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Menant qui publie avec Christine Kelly chez Plomb Ces destins qui ont fait l'histoire. Ces destins et votre histoire, on en parle tout à l'heure parce que justement votre histoire, elle est importante. Et le 1er juin 1986, ça vous dit quelque chose? Oui, forcément. Écoutez ceci. Les 24 heures du Mans, c'est le clou du moment, vraiment c'est le big événement. Voilà, la chanson des 24 heures du Mans, je ne sais pas si vous la connaissez. Non, je la connaissais pas. Mais ce jour-là, vous êtes sur une Rondeau M482 avec Jean-Philippe Grand et Jacques Gouchot. Oui. Et vous terminez 13e des 24 heures du Mans. Oui, tout à fait, oui. C'est incroyable. Bah, c'est la réalisation d'un rêve. La première fois, j'avais déjà eu le bonheur de piloter, mais une voiture moins puissante. C'était en 1979. Oui. Dans Les Visiteurs du Mercredi, justement, où j'ai raconté ce qui se passait quand on roulait à 300 à l'heure. Et puis quand la 5 s'est créée, Berlusconi, Christian Dutoit m'ont demandé de venir à leur côté. Et je leur ai dit, et si on créait un événement, on était critiqués de partout, quelle est cette chaîne conserve qui se fait à Milan, etc., etc. Et j'ai dit, on achète les 24 heures du Mans, et je cours les 24 heures du Mans. Et la grande chance, c'est que j'ai pu obtenir cette voiture qui ne dépassait pas les 360 à l'heure dans la ligne droite, mais qui néanmoins avait des performances suffisantes si on ne commettait pas d'erreur pour obtenir un bon classement. Il y avait 55 voitures au départ et on obtient cette 13e place. Et c'est extraordinaire parce que ce sont des sensations qui ont été de temps à autre, je dirais, plongées dans la douleur. Car vers 1h du matin, soudain, alors que j'étais au repos dans la caravane, le silence se fait sur le circuit. Et dans les haut-parleurs, on entend quelques minutes plus tard qu'un pilote venait de se tuer dans la ligne droite des Hunaudières. Et il était pilote de Formule 1. Et là, soudain, vous êtes remué et il faudra 1h15 pour rétablir les rails sur le côté et reprendre la piste. Et là, c'est une tourmente dans votre tête en vous disant comment ce pilote, lui, se tue et moi, je suis rien. Et puis, lorsque l'heure arrive et que l'on vous saisit en disant « bon, ça va être à toi », il y a quelque chose qui vous pousse, c'est la réalisation du rêve. Vous roulez les boules qui est, vous les mettez dans les oreilles, vous chaussez si je puis dire, la cagoule, le casque, et vous prenez votre tour et vous repartez à 360 à l'heure. Et avec une caméra derrière la voiture, Dans la voiture, dans la oui. voiture, ce qui était nouveau, ce Oui. qui vous a permis de filmer vos commentaires en direct. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Et ça a fait un film. Alors, le film, ça a été... Là, on était vraiment en direct. Oui. Le film, c'était en 1979, qui a été primé au Festival international du film sportif. Mais là, on avait carrément fait 24 heures sur notre course. C'est-à-dire qu'on a eu 12 heures en connivence avec les spectateurs, et quand on décrochait, c'était par exemple les 24 heures du Mans avec Steve McQueen ou des choses comme ça. 24 heures consacrées à cet événement. Alors, la passion de l'automobile et des 24 heures du Mans, ça remonte à vos 5 ans, Marc Menant. Oui, c'était quelque chose qui très tôt m'a pris dans les tripes.
c'est-à-dire de savoir qu'il y avait des gens qui risquaient l'impossible. Et je ne sais pas pourquoi, ça fait partie de ces petites graines qui viennent en vous et qui font que vous vous dites c'est ça qui à tout jamais sera mon phare, sera mon élément de motivation. Et j'ai décidé vers l'âge de 8 ans de ne jamais boire, de ne jamais fumer, pour pouvoir me préparer un jour à être pilote aux 24 heures du Mans. Car pour moi, aller à de telles vitesses, il fallait avoir une ascèse, il fallait être capable physiquement, être un athlète. Alors, vous avez aussi couru à Magny-Cours dans une monoplace. Alors ça, c'est à Magny-Cours que j'ai appris à piloter. Dans le cadre de ces reportages du mercredi, où toutes les semaines, je tentais l'impossible avec caméra et micro, j'ai appelé, puisque c'était mon rêve, Pierre-François Rousseau, et j'ai dit, voilà, je voudrais être dans une monoplace et raconter comment on apprend à être pilote. Et puis ça s'est pas trop mal passé, et c'est là que je lui ai avoué mon désir de courir les 24 heures du Mans. Je lui ai dit, mais ça serait possible. Alors il était pas très loquace, Pierre-François. Il me dit, ouais, peut-être. Mais il faut une licence 3 étoiles. Alors vous voyez ce que la fédération exige pour ça. Alors j'ai appelé la fédération, on m'a dit, si vous réalisez le deuxième temps des finales, il y a 5 finalistes tous les ans à l'école de pilotage, on vous accordera une licence 2 étoiles, et puis après, faites des courses en grand tourisme. J'ai réussi le 3e temps de la finale, en dehors de la compétition, donc c'était vraiment une belle performance. Et de là, j'ai trouvé une BMW pour courir les 24 heures du Castellet. Et on a terminé avec Pierre-François et Jean Gabreau. On a terminé 4e derrière Beltoise et Pescarolo. Ce qui m'a valu la 3e étoile par procuration. Il y a eu d'autres personnalités qui ont fait aussi des courses avec le Star Racing Team. Ils ouvraient les courses de Formule 3, mais ils ouvraient aussi beaucoup de bouteilles. Ce qui fait que la course se terminait très vite. Alors, vous avez aussi quelquefois roulé un peu trop vite sur les routes, Marc Menant. Mon père, il me faut me confesser. Oui, parce que, imaginez, vous venez de rouler pendant 24 heures à 360. Je peux vous dire que quand vous remontez dans votre voiture de tourisme, avec tout ce qu'elle a de sécurisant, et que la perception de la vitesse à 230, à l'époque j'avais une 21 turbo, tout vous paraît lent, donc vous vous infiltrez à droite, à gauche, sans prendre le moindre risque. Mais la maréchaussée ne voit pas toujours cela de cette manière. Oui. Alors il m'est arrivé souvent d'avoir des dégradations de points, mais miraculeusement, même si j'ai eu des suspensions immédiates, j'ai toujours réussi à garder le suffisant pour pouvoir me projeter sur les routes. C'est ça l'organisation. Alors, vous avez également, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette émission où vous avez pris des risques, car vous avez été aussi un pionnier à la télévision en descendant en kayak des rivières et en sautant en deltaplane. Et ça a été un événement à la télévision. C'était la première fois, c'est-à-dire c'était avant Nicolas Hulot. Oui. Et c'était dans Les Visiteurs du mercredi, donc. Et j'avais dit à Christophe Izard, moi je veux bien venir, mais à condition de proposer quelque chose de différent. Or, à la télévision, à l'époque, les moyens techniques ne permettaient pas certaines aventures. Et lorsqu'on avait des images de situation à sensation, c'était les professionnels qui vous envoyaient ce qu'ils avaient vécu au pôle ou je ne sais trop quoi. Et moi, j'ai dit, dorénavant, je mettrai la caméra comme je pourrais, j'aurai le nagra à sangler sur le ventre, bref, pardonnez-moi l'expression, on se démerdera, mais on fera vivre des sensations fortes aux gamins. Et la première fois, j'ai sauté de 2000 mètres en deltaplane du Brévent, oui. Et ça a été un tel événement qu'en Roger Giquel en a parlé aux 20h. Oui, tout à fait. Il a diffusé un extrait avec également le personnage qui nous accompagnait dans cette aventure, car à chaque fois, il me fallait un homme d'envergure pour m'aider à franchir cette immersion au plus haut niveau. Et là, il s'appelait Rudy Kujaki et il était le premier à faire des loopings en deltaplane. Oui, exactement. Et il aborde un deltaplane qui a été créé par Christian-Paul Depasse en 73, qui a déposé la marque deltaplane, delta pour la forme et plane pour la fonction. Bravo, vous en savez plus que moi. Alors, il y a eu aussi un magazine de l'aventure que vous avez présenté. À la suite de ça, c'est-à-dire que ça a été un tel succès. Le président Guillot, qui était le président de TF1 à cette époque-là, m'a demandé si j'étais d'accord
pour avoir une émission d'1 heure consacrée à l'aventure. Et il y avait un garçon qu'il connaissait, qui s'appelait Jean-Claude Guilbert. Oui. Et on m'a proposé d'être associé à Jean-Claude Guilbert, qui avait lui-même dans sa besace un autre jeune homme qui s'appelait Christian Prost et qui était le président de la Guilde du Raid. Et grâce à lui, on a pu entrer en contact avec des gens qui étaient en train de mener des aventures pour nourrir notre magazine au-delà de ce que nous faisions nous-mêmes. Et vous avez même réalisé le pilote d'un jeu très célèbre, mais vous n'avez jamais participé, c'est la chasse au trésor. Car on ne le sait pas, la maquette de la chasse au trésor, c'est vous, Marc Menant. Exactement, à La Rochelle, avec, sans savoir au départ que ce serait notre destination, la première pause sur Fort Boyard, qui était très, très, très abîmée. C'était vraiment une ruine. Il faisait un temps épouvantable et le producteur, Jacques-Antoine, dit « Les gars, on est limite pour l'hélico, mais allez, on tente parce que moi, je ne veux pas payer des jours et des jours d'hélico au garage. » Donc, on est parti et au moment où il s'agissait de me faire sauter sur le fort. Il y avait un vent assez fort. Le pilote s'est approché. Je me suis mis sur le patin. J'ai sauté et là, il y a un coup de vent qui a emporté l'hélicoptère et je me suis retrouvé tout seul. Et par chance, dans mon saut, j'ai visé juste. Je me suis retrouvé sur le rempart de Fort Boyard. Ça aurait pu très très mal se terminer. Et on est venu me chercher en canot 1h30 plus tard. C'est fou. Et Fort Boyard, à l'époque, c'était une ruine. C'était une ruine. Jacques-Antoine l'avait repéré et voulait en faire le Fort Boyard de la télévision. On l'a pris pour un fou. Il a dit ou vous acceptez ou alors je vais tourner ma prochaine émission au sommet de l'Himalaya. Oui, et il a mis 1 an avant de convaincre. Oui. Et moi, sur les entrefaites, j'avais fait mon chemin. Et on va en parler tout à l'heure avec une autre date, le 23 septembre 1982. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Menant. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Menant. Vous publiez avec Christine Kelly ces destins qui ont fait l'histoire chez Plomb. Ça, on en parle tout à l'heure. Mais votre parcours est assez atypique. Il y a eu le journalisme sportif, l'aventure, les 24 heures du Mans. Et puis autre chose qui a commencé le 23 septembre 1982. Ça vous fait sourire, écoutez. Les Jeux de 20 heures, car vous avez vous aussi animé les Jeux de 20 heures. Ça a commencé par les Jeux du dimanche, je crois, à Romans, et ensuite à hier, c'était les Jeux de 20 heures. Alors, au départ, moi, je ne suis que le successeur. Le premier animateur des Jeux de 20 heures, c'était Maurice Favière. Absolument. Après, il y a eu Jean-Pierre Foucault. Oui. Et puis, il y avait la case vide, en sachant que Jean-Pierre Descombes a été la continuité avec Maître Capello. Maître Capello était à côté des artistes et de l'animateur principal. Jean-Pierre était dans la foule. Et moi, voilà, j'ai eu la chance. Je voulais vivre une aventure d'émission populaire. Et quelle émission! On avait 4 à 5 millions de téléspectateurs tous les soirs. On était en concurrence directe des journaux télévisés. Et c'était une émission où on était accueillis dans les petites villes comme des rockstars. Il y avait les policiers qui nous escortaient, mais c'était incroyable. On se jetait sur nous. Au moment des petits papiers de Noël, vous aviez 10 000 personnes dans les rues. C'était inouï, des instants de grande émotion, de grande fraternité et de grande popularité, oui. Comment vous êtes arrivé dans les Jeux de 20 heures? Eh bien, étant donné ce parcours chaotique que vous émaillez si bien là et que vous rappelez si bien, j'ai eu un petit trou et je connaissais Claude Lambert, qui était l'homme qui gérait les Jeux de 20 heures derrière Jacques Solnès. Et je lui dis, écoute, Claude, j'ai l'impression que je suis un peu en rade. Il m'a dit, écoute, j'en parle à Jacques Solnès. Ils m'ont fait faire un essai. Et ce sont les femmes de Jacques Solnès et Jacques-Antoine qui leur ont dit, ce gars-là, il faut le prendre. Voilà, c'est tout. Et vous avez comme ça connu Bernard Lavalette, Micheline Dax, Roger Carrel. Vous avez beaucoup... Jean Amadou, que ça, Jean, j'avais déjà rencontré sur le Tour de France. Pierre Doris, oui. L'immense, le colossal Pierre Doris, Pierre-Jean Vaillard. Oui, tout le monde était là. Et c'était des blagues tout le temps. Ah, tout le temps, mais on pleurait de rire. On pleurait de rire. Il y a eu avec Michel Leb. Mais c'était inouï, on n'arrivait plus à reprendre la parole. C'était des instants en qualité humaine. Je pense que ce sont sans doute
les plus belles années que j'ai vécues en croyant en l'espèce humaine. Il y avait quelque chose de goût de la dérision, de joie de vivre, d'offrir au public, et ça nous prenait, ça nous emportait, c'était une tourmente. Et avec un garçon comme Jean-Pierre Descombes, d'une générosité inouïe, Capello complètement décalé, un homme tailleur. Alors justement, étonnant, maître Capello. Oui. Alors, je lui ai fait faire ses premiers dérapages contrôlés. Il était le seul à voir le monter avec moi. Et alors, il se mettait à côté, il s'accrochait, il disait « Allez, des dérapages, mon cousin !» Mais il était professeur d'anglais à la Canale, et il avait une sorte de folie. Il avait ses photos dédicacées et il signait JC comme Jésus-Christ en faisant un poème. Je sais pas si à chaque fois, il faisait toujours un petit poème, je sais pas, moi... par exemple, je l'ai vu un jour avec Daniel Gilbert qui n'a pas reconnu. Il lui a fait une photo pour Daniel qui est la plus belle, signée JC. Il lui a donné. Je crois qu'elle n'en est jamais revenue. Donc, elle connaît le miracle. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un homme cultivé, mais en même temps totalement fou. Non, je dirais pas fou. Un personnage qui avait son univers, avec un troisième degré étonnant. À chaque seconde, à table, mais si vous saviez... Il n'y avait pas de possibilité de s'ennuyer. Moi, je n'ai connu que de grands emballements, et du cœur et de l'esprit. Et vous avez été aussi chansonnier, vous avez fait des sketchs pendant un moment. Alors, mais c'est incroyable, c'est la police. À peu près, oui. Parce que j'ai toujours désiré monter sur scène. Ça me tracasse encore. Oui, ça peut arriver. L'aiguillon est là. Oui, je ne désespère pas. J'espère que ma fille, ma puinée Élodie Menant, qui est comédienne, qui a été Molière de la Révélation il y a 2 ans, Molière pour son spectacle d'Arletty, elle jouait Arletty, et là, elle joue à la Comédie des Champs-Élysées, un spectacle qui a eu 5 nominations au Molière. Je voudrais qu'elle me mette en scène dans un one-man show. Et bref, j'avais écrit quelques sketchs, et j'en parle à Jean Amadou. Et Jean me dit, écoute... Je te fais passer au Don Camillo. Malheureusement, le Don Camillo qui est en train de fermer actuellement. Et je me suis retrouvé sur scène. Je dois dire que ça a été le flop des flops. Ça n'a pas marché du tout. Ah, mais alors, pas marché, rien, pas un rire. Et vous avez aussi, parce que vous avez vraiment tout fait, Marc Menant, commenté le Grand Prix Eurovision de la chanson en 79 à Jérusalem. Oui, tout à fait. Ça s'est arrivé comment? Eh bien, c'est arrivé parce que... j'avais la chance qu'on me trouve, je ne sais pas, un petit talent. Et le patron des variétés, enfin des programmes à l'époque, s'appelait Jean-Michel Epp. Et je lui ai dit, écoutez Jean-Michel, voilà, moi je fais l'aventure, je fais tout ça, mais j'aimerais présenter une émission de divertissement. Bon, il me dit, écoute, je te donne ta chance, il y a le Grand Prix de l'Eurovision. À l'époque, il y avait 3 émissions qui se faisaient et qui étaient la sélection pour choisir l'artiste français. Et c'était Marie-Myriam. Non, là, c'était Anne-Marie David, en 79. Ah, pardon. Il est arrivé du voilà, c'est ça. Et moi, j'étais une enfant soleil. Voilà, elle a fini 3e. Il y a peu longtemps qu'on n'a pas connu ça avec la France. Ouais. Et vous êtes retrouvé donc à commenter un univers que vous ne connaissiez pas. Non, mais c'était là encore... moi, j'aime ces situations où on est défricheur de soi-même, où on n'a pas spécialement de conseils, on vous a voté la confiance et à vous de vous débrouiller. C'est-à-dire que vous n'êtes pas la marionnette. Aujourd'hui, quand je vois certains qui malheureusement sont otages de la personne qui leur parle dans l'oreillette, là, on te donne la place, démerde-toi. Et ça, c'est d'une jouissance. Forcément, il y a le trac avant, mais il y a la libération. Et puis bon, une fois que vous êtes parti, à vous d'avoir cette imagination qui vous permette de créer votre ton. Et là, c'est une première, il n'y en a pas une autre derrière, donc voilà. Et puis, il y a aussi une autre activité que vous avez exercée en toute liberté, c'est le romancier, Marc Menant. Ah oui, ça c'est et il y a une chanson d'ailleurs qui résume l'intrigue d'un de vos romans. Mademoiselle de les honneurs, mon premier amour d'un quart d'heure. La Demoiselle des Honneurs, le premier amour un petit peu interdit de Claude Lemel, une très belle chanson. Mais si j'ai choisi, c'est que ça correspond un peu à un de vos romans. Grâce à l'école d'ailleurs. Non, mais c'est un roman dont je suis très très fier. Parce que moi, ce que j'aime quand j'ose m'adresser à des lecteurs potentiels, c'est de trouver une musique. Donc, d'appeler les mots
et de leur proposer éventuellement un exercice qu'ils n'ont jamais eu jusque-là. Les étonner eux-mêmes, faire jaillir la métaphore. Et le plus dur en la matière, c'est lorsqu'il s'agit d'évoquer la sensualité. Et en l'occurrence, j'ai une vie, je ne l'ai jamais cachée, une vie de libertin, car c'est ma façon d'être. Je crois à la liberté des sens, à la liberté de l'esprit, à la liberté dans son sens le plus large, dans toute son envergure. Et j'ai écrit un roman qui s'appelle « Mes divines débauches », et je pense que c'est à lui que vous faites allusion. C'est mon seul roman à connotation autobiographique. Oui, parce que je crois que ce sont des professeurs de l'école qui vous ont offert votre premier instant d'amour. C'est ce que vous racontez. Ça, c'est un instant extraordinaire. J'ai fait donc des études d'officier de marine marchande. J'étais très en avance dans mes études. Alors forcément, on me charriait un peu, mais le plus déconneur, c'était moi. Il y avait un professeur de physique qui s'appelait Forestier. Tonton pour les intimes. Et un jour, il est là sur l'estrade. Il avait toujours une blouse blanche pour s'adresser à ses énergumènes. Ils avaient 2 ans et demi, 3 ans de plus que moi, 3 ans. Et il dit, voilà, messieurs, quelque chose ne va pas. Notre jeune ami, Marc Menant, il faut bien le reconnaître, il est puceau. C'est le seul ici qui soit puceau. Nous ne pouvons pas le laisser en cet état. Il ne faut le conduire à ses dames. Mais je me souviens, je le vois là, tonton. Et il dit, messieurs, je vais vous demander de préparer, je vous ai préparé une petite enveloppe, chacun donnera son obole et nous conduirons notre jeune Menant à ses dames. Et j'ai eu 2 parrains qui m'ont effectivement accompagné, déambulé, longue errance fantasmagorique pour que je choisisse la première princesse d'essence. Magnifique. Alors, vos romans, je crois, il m'en souvient, vous les avez écrits quelquefois dans une loge de concierge. Oui, rue Pasteur à Levallois-Perret. Et parce que il faut la solitude. C'est extraordinaire de pouvoir se replier sur soi. Et j'avais dégoté, grâce à un copain, Dominique Martial, qui habitait au 4e étage. Il dit, écoute, la propriétaire ne veut plus de concierge. Si tu veux, tu peux louer la loge. Et c'était très amusant parce que c'était au moment où j'avais terminé les Jeux de 20 heures, j'avais vraiment une vraie popularité, célébrité. Et de temps en temps, on toquait. Alors j'ouvrais et les gens regardaient, ils savaient plus où ils étaient. Je disais, non, vous vous trompez pas, mais il n'y a plus de concierge. Voilà. Et comme vous avez vraiment tout fait, vous êtes intéressé aussi au paranormal et à la voyance. Oui. Pendant des années à la radio. Alors on a fait une émission sur Europe 1. C'est Jérôme Bellet qui un jour, il me fait venir à Europe 1. Et l'été, il me dit, écoute, on va pas faire le club de la presse, on va le mettre en vacances. Dis donc, toi, tu t'intéresses au paranormal et bon, il s'est trouvé que j'avais connu une période de jachère où quelques reportages étaient nécessaires à la pige pour que je puisse survivre, et j'avais proposé à TF1 plusieurs reportages. Et on en était arrivé à faire un reportage sur la voyance dans le cadre du droit de savoir, qui a été un énorme succès. Je crois que ça reste le 3e taux d'écouté. Bellet avait entendu ça. Alors il me propose, je lui dis, écoute, moi du moment que je suis au micro, tu sais que ça m'intéresse, moi je m'en fous. Il me dit, alors tu me fais cet été une émission sur le paranormal. Et tout de suite, ça a été un énorme succès. Et il m'a dit, eh bien, on fait ça le dimanche matin qui est sinistré. Et on a eu jusqu'à 2 millions d'auditeurs le dimanche matin sur Europe 1. C'était le bon ça a temps duré pour eux. 5 ans. Oui. Et il se trouve que vous avez fait ce reportage en allant voir des voyantes comme un cobaye. Oui, j'ai repris le principe du commentaire dans l'action. Oui. Et là, j'arrivais, je disais, écoutez, je vais pas tricher, je suis journaliste, je viens avec mon équipe, vous allez me dire bien ce que vous ressentez, à la fois sur mon passé, à la fois sur mon avenir, et puis j'en aurai plusieurs, et on verra au moment de la diffusion du reportage si, dans ce que vous avez prédit, il y a des réalisations
ou non. Et alors, sur ce qu'ils annonçaient de mon passé, on mettait vrai ou faux. Et au moment de la diffusion, même chose par rapport à la réalisation, vrai ou faux. Moi, je me souviens, quand je travaillais avec Philippe Bouvard, quand on débutait tous les deux à RTL, j'allais chercher des voyantes pour l'émission. Et un jour, je suis arrivé chez Madame Frédérica, à côté de chez Chanel. Elle avait une chouette sur l'épaule, comme une vieille voyante. Et comme elle a dit, c'est à quel sujet, je suis reparti aussitôt. Parce qu'on n'avait aucune chance. Mais c'est fou le nombre de choses que vous avez fait. Et en plus, vous avez continué. Et le résultat de cette continuité, c'est un livre qu'on va évoquer dans quelques instants à travers une autre date, le 23 novembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Menon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité est Marc Menon. Alors, le parcours le plus atypique que j'ai eu depuis le début des clés d'une vie, vous avez à peu près tout fait à la télévision, sauf le ménage et la vaisselle. Quoi. Oui, parce que j'ai même présenté le journal télévisé un jour. Et la météo. Et la météo, oui. Alors, là maintenant, dans un autre univers, vous présentez Face à l'info avec Christine Kelly tous les soirs depuis 4 ans, et vous publiez avec elle ces destins qui ont fait l'histoire chez Plon. Alors là, c'est le point de départ, justement, c'est une séquence que vous avez fait avec elle pour CNews. On avait une émission, le dimanche matin, qui s'appelait Les Grands Destins. Et ça a très 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 bien marché, on recevait des lettres de gens, mais pourquoi ça fait pas un livre ? Et moi j'avais pas très envie, parce que pour moi, l'écriture c'est magique, l'écriture nécessite un engagement. Et Christine m'a dit si, et puis l'éditrice est venue, Lise Boel, elles ont réussi à me convaincre, toutes les deux, à partir du moment où il était admis que l'on puisse vraiment façonner à la fin le texte, qu'il y ait une ambition littéraire. On n'a pas le droit de faire du produit pour du produit, faire une ressucée pour dire on fait du fric. Moi, ça m'intéresse pas. Je voulais que ceux qui ignoraient tout puissent avoir une connivence avec les personnages que l'on reconnaissait et que l'on leur proposait, et qu'il y ait cette magie de la plume. Alors, ce livre, c'est une suite de questions-réponses, les questions posées par Christine Kelly, et les réponses sur Jeanne d'Arc, Beethoven, Saint-Exupéry et beaucoup d'autres, avec des références, 10, des références historiques précises. Ah bah bien évidemment, c'est-à-dire que moi je suis pas historien, Christine non plus, on est des raconteurs d'histoire. Mais l'historien, il focalise sur un personnage. Moi, la grande chance, c'est que je me sers de ce travail d'agriculteur qui est celui de l'homme de l'histoire, qui fait germer les connaissances. Et puis, après, il y a les livres qui s'additionnent. Alors moi, je visite les biographies, je retiens ce qui me paraît le plus étonnant. Et le plus anecdotique aussi. Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire, d'où le côté plus étonnant. Et j'ai eu la chance d'avoir un personnage, Laurent Le Châtelier, qui avait pendant 25 ans colligé tout ce qui était papier culturel. Et c'est un trésor inouï dont je dispose à la maison, parce que je faisais une émission sur Radio Monte-Carlo, chaque jour j'évoquais un destin. Et tout ça est là. Alors quand on décide d'évoquer Jeanne d'Arc, je vais puiser tout ce qui me paraît étonnant, et après je me dis comment évoquer cette femme de l'histoire en étant dans la possibilité de mettre les gens en contact avec elle, comme s'ils allaient vivre pendant des pages immergés à son époque, comme s'ils étaient à son côté. Et ce que j'espère faire apparaître avec Christine, c'est de faire apparaître l'âme des personnages, de découvrir quelque chose de ce qui les porte, de ce qui les a conduits à être ainsi des lumières de l'existence de l'humanité. Et en même temps, Marc Menon, en rétablissant certaines vérités historiques, parce que la bergère qui gardait ses moutons, c'est une légende. Non, mais non seulement il y a ça, non, elle n'est pas bergère, elle est la fille d'un notable, j'explique comment elle vit, on s'aperçoit que oui, elle est plutôt choyée, reste que néanmoins, on est en province, à une époque où les jeunes filles ne vont pas à l'école, elle apprend en plus la couture que la lecture, et le plus invraisemblable, c'est qu'elle soit capable de monter à cheval sans jamais l'avoir fait, et en accompagnant des guerriers. Bref, que de questions, et on essaie de restituer ce que l'on connaît d'elle, et comment cette jeune fille dégage un tel enthousiasme qu'elle peut lever à ses côtés des guerriers, et que ceux-ci, grâce à elle, trouvent cette capacité à braver la mort
au nom d'un roi qui n'est pas roi, puisque ce sont eux qui permettront à celui que l'on appelle le dauphin, qui a été, je dirais, mis à l'index de l'histoire par sa propre mère, Isabeau de Bavière, et qu'elle permettra de faire hisser sur le trône en tant que Charles VII. Et ce livre, et c'est important, Marc Menant, est un livre pédagogique. Oui, enfin, pédagogique, ça veut dire... C'est un livre d'histoire. Ce qui m'intéresse, La Fontaine, j'espère qu'on est avec La Fontaine, qu'on se promène avec lui, là, qu'on est en errance. J'espère qu'on est aussi avec le petit Léonard de Vinci, qui arrive dans l'atelier, qui est confronté à la création. J'espère que l'on est avec le môme Bonaparte, qui est propulsé en France sans connaître la langue, et qui soudain doit se créer son univers, et chercher en lui cette force de faire front face à des énergumènes qui se moquent de lui. Partout, je cueille ce qui est donc la sève de l'existence, le Beethoven de 4 ans et demi qui est réveillé en pleine nuit par son père, qui a décidé d'en faire le nouveau Mozart, et qui arrive avec un professeur de musique à 1h du matin et qui l'oblige à se mettre devant le piano pour montrer qu'il possède le don. C'est tout ça que je veux mettre en scène, que l'on soit émerveillé et que l'on sente qu'il est possible à tout à chacun de trouver la petite étincelle qui pourra peut-être le propulser, non pas pour un destin qui méritera un jour quelques pages, mais au moins qui méritera de se dire que j'ai eu la chance de vivre. Exactement. Alors La Fontaine, justement, dont vous parlez, quand je dis c'est pédagogique, c'est parce que beaucoup d'enfants connaissent La Fontaine grâce à cette chanson. Monsieur Jean, Monsieur Jean, Monsieur Jean de La Fontaine, vous le prince charmant des poètes de tout. Et beaucoup d'enfants ont eu, grâce à Chantal Goya, des bonnes notes à l'école sur La Fontaine et sur Molière. C'est assez étonnant. Mais c'est vrai que c'est indispensable. Mais ce qui est étonnant avec vous, Marc Menant, c'est qu'au départ, vous n'aimiez pas l'histoire. Mais c'est pas ça. Moi, au départ, j'ai bouffé des mathématiques. Oui. Ça me fascinait, la capacité de l'esprit à jongler avec des symboles abstraits et de faire jaillir en quelque sorte, tel le commissaire de police qui cherche le coupable. Là, eh bien, on ne connaît pas le coupable, on l'appelle X. Et qui est X, il faut le découvrir. Et par l'agilité de l'esprit, on doit mener la démonstration. Et ça, c'est formidable. Là, ce qui permet sans doute après de pouvoir mieux raconter les histoires, parce que vous avez cette capacité à faire lever les petits éléments qui s'agencent les uns dans les autres, et découvrir aussi la potentialité du ton qui révèle l'émotion. Sans émotion, il n'y a pas d'histoire. Voilà. Alors, vous donnez aussi des noms et des surnoms à vos personnages. Par exemple, vous dites de Jean La Fontaine qu'il est un créateur, un croqueur de vie. Oui, oui. On ne sait pas assez, ça, on l'apprend pas à l'école. Mais c'est ça que j'ai essayé de faire, c'est de montrer au-delà des événements. Là, 20 pages, on pourrait se dire, en 20 pages, on ne raconte pas un personnage. Si c'est un portrait, c'est pas une fiche Wikipédia. C'est là qu'il faut chercher les mots, il faut jongler avec eux, et surtout de pouvoir placer les petites scènes qui font que on vit l'instant. Avec Jean de La Fontaine, on se retrouve à Château-Thierry, l'un à table avec sa femme et l'amant de sa femme, et comment soudain il dit la rumeur elle est tellement épouvantable dans le pays, tout le monde se moque de moi, ce qui n'est pas très grave, mais c'est préjudiciable à notre chère femme. Et ce que je te propose, dit-il à l'amant de sa femme, c'est que demain on va régler ça à l'honneur, je te provoque en duel, et puis voilà. Et le lendemain, on s'affronte à l'épée, à peine le premier coup est levé vers La Fontaine, il hurle, il dit « ça y est, je suis mort, l'honneur est sauf », et ils reprennent la conversation le midi autour d'une bonne table. Et voilà La Fontaine. Et on découvre que La Fontaine, grâce à vous, Marc Menant, a failli devenir prêtre. Alors, il a failli devenir prêtre. Alors, c'est extraordinaire parce que ça lui vient, lui qui est né libertin, lui qui avait une soif totale de liberté, soudain, à 14 ans, 15 ans, alors qu'il est en train de suivre ses études à Paris, il a l'illumination, il a la foi ardente, l'âme qui en appelle à se tourner vers le ciel. Malheureusement, en théologie, il n'est pas très bon, il lui faut des cours particuliers. Savez-vous, on lui donne ces cours de particuliers rue d'enfer. Voilà.
Alors forcément, rue d'enfer, ça brûle la foi. Et rapidement, il se retrouve avec les copains dans les tavernes, continuera son chemin, sera un grand intime. Je raconte les scènes avec Molière, comment tous les deux, eh bien, se portent lorsque la vie se fait un peu vacharde et comment ils ont le sens de la dérision, le sens de la camaraderie heureuse. Voilà. Et de La Fontaine a été élu à l'Académie française, mais la première fois, ça a été refusé par le roi. Il a fallu une deuxième élection. Oui. Incroyable. Ben, oui, et parce que le roi en voulait à La Fontaine. Car La Fontaine, on connaît ses fables. Mais au départ, l'énergumène avait écrit des contes licencieux. Quand vous les lisez aujourd'hui, je dois dire, dans les courants de vertu tels qu'ils se multiplient aujourd'hui, peut-être que ça finirait par offusquer tels les dévots du temps. Toujours est-il que le roi avait mal pris la chose. Et il finira par rétablir La Fontaine. Il lui envoie même un petit trésor, je dirais, des piécettes d'or. Et La Fontaine les oublie dans le fiacre qui le conduit à Versailles, ce qui fait éclater de rire le roi, mais il ne sera jamais un courtisan. Il ne rencontre Louis XIV qu'une ou deux fois, c'est tout. Et l'Académie française, effectivement, il s'est présenté 2 fois, ce qui est rien à côté de Paul Gut, qui s'est présenté 16 fois. Ah, le merveilleux Paul Gut. Et il n'a jamais été élu, mais il s'est tellement présenté qu'on a l'impression qu'il est élu. Et vous évoquez aussi, justement, Beethoven. L'hymne à la joie de quelqu'un qui a été un enfant martyr, ce qui ne passerait pas aujourd'hui, Marc Menant. Ah non, mais c'est plus que l'enfant martyr, c'est inouï ce que lui fait subir son père, qui n'a qu'une obsession, c'est parce que lui, c'est un artiste. Quand je dis un artiste, il est dans la paroisse, l'homme de l'orgue, des basses besognes musicales, il en souffre. Et en cette époque, il y a le cas Mozart, le prodige. Et si mon petit était le nouveau Mozart? Alors à 3 ans et demi, on le met devant le piano. Allez, travaille mon garçon, travaille. Et quand il y a la moindre fausse note, le coup de règle. Et je vous ai raconté, donc le père le soir oublie son manque de talent. Il a rendez-vous avec sa maîtresse, Dame Bouteille, dans les tavernes, et il y rencontre Tobias Pfiffer, qui est un chef d'orchestre de l'errance. Lui, c'est l'homme de la extrêmement doué, mais il ne supporte pas d'être trop longtemps dans la même fréquentation. Donc il va d'un orchestre à l'autre, et là, Monsieur Beethoven lui dit « J'ai un fils qui a un don inouï, viens voir ça, je vais... » Et à 1h du matin, il réveille le gamin, le pauvre môme qui est en train de dormir, et lui, allez hop, va devant le clavier. Et là, il se laisse aller, et Tobias, qui ne revient pas, qui dit, eh bien, écoute, je vais rester à côté de ton fils, et pendant plusieurs mois, ça sera son seul professeur, et grâce à lui, il prendra une amplitude, et ensuite, ce sera une éducation comme ça, selon les rencontres de bric et de broc. Il partira à faire une grande tournée jusqu'en Hollande avec sa maman, où personne ne comprend son talent. Mais bref, cet homme qui sera condamné à l'enfermement à cause de la surdité, et qui a dit « Je prendrai mon destin à la gorge ». C'est dire cette force, cette volonté de vivre, et l'hymne à la joie correspond complètement à ce tempérament qui fait qu'il révolutionne la musique. Il donne à la musique ce côté tonitruant, cette tourmente, ce côté orageux invraisemblable. Et dans ce livre, Ces destins qui ont fait l'histoire, donc que vous signez avec Christine Kelly, vous évoquez Saint-Exupéry, et il y a une photo avec Consuelo, la femme de Saint-Exupéry. Oui. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand elle est devenue veuve, quand Saint-Exupéry est parti, il y a eu quelqu'un qui l'a ensuite protégé, qui est resté son meilleur ami, c'est Henri Verne, le créateur de Bob Moran. Ah oui. Qui a été vraiment son protecteur. C'est assez étonnant. Alors moi, je côtoie Saint-Exupéry depuis très longtemps. Mon avant-dernier roman, c'était L'homme qui croyait en sa chance, c'est l'histoire de Mermoz. Et dans ce roman, je raconte, et là je fais un résumé dans ce livre, pourquoi je suis persuadé que Mermoz est le Petit Prince. Je donne tous les éléments. Donc maintenant, quand vous lirez Le Petit Prince, vous saurez pourquoi, en réalité, c'était l'un des meilleurs amis de Saint-Exupéry, à savoir Mermoz, comment ils se rencontrent, comment ils grandissent en fraternité, et comment, eh bien, Saint-Exupéry,
doit rendre hommage à son ami lorsqu'on apprend sa disparition. Eh ben moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que les ventes de votre livre s'envolent, comme Mermoz et Saint-Exupéry. Ça s'appelle « Ces destins qui ont fait l'histoire » avec Christine Kelly. On vous retrouve aussi sur CNews tous les soirs, bien sûr, avec Christine Kelly. Marc Menant, continuez à faire autant de choses aussi passionnantes et aussi passionnées. Vous êtes adorable. Merci beaucoup, Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.